Avant toute annonce officielle, un geste muet a précédé le béton et les discours. Alors que les critiques se focalisaient sur les chiffres, les budgets et les soupçons d'arrière-pensée, une prière gravée dans la fondation a déplacé le débat du terrain de la communication vers celui de la mémoire, de la stratégie vers la cohésion fragile. Que change réellement ce détail pour ceux qui vivent les tensions quotidiennes du Sahel? Et pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il choisi de s'agenouiller avant de s'imposer publiquement? Ce choix ouvre un seuil incertain où le pouvoir accepte de se dévoiler. Ce récit promet de regarder le projet là où il dérange le plus, non pas dans son ampleur architecturale, mais dans ce qu'il met en jeu pour un État déjà sous tension. Il s'agit de comprendre ce que Ibrahim Traoré accepte de risquer en exposant publiquement une dette intime dans un espace politique où la neutralité est devenue une protection. À court terme, trois enjeux se détachent: crédibilité politique, équilibre interconfessionnel et stabilité sociale dans une région marquée par la défiance. Chaque dimension se fragilise dès lors qu'un geste personnel quitte le domaine privé pour entrer dans la sphère nationale. Le risque n'est pas seulement symbolique, il est institutionnel, car il redéfinit ce qu'un dirigeant peut montrer sans perdre l'autorité attendue de lui. Ce texte ne cherche ni à valider ni à condamner cette décision. Il propose plutôt d'examiner ce qu'elle révèle des limites du développement mesurable quand la mémoire collective reste en souffrance. La promesse est simple: éclairer ce point de friction sans simplifier. Car si ce geste échoue, que restera-t-il à réparer? Entre 2018 et 2026, la part de Burkinabés vivant sous le seuil de pauvreté est passée de plus de 41% à moins de 15%. Le delta est si spectaculaire, mais il n'explique pas pourquoi un geste silencieux, posé avant toute annonce, a pris plus de poids que ces chiffres eux-mêmes. C'est là que le projet porté par Ibrahim Traoré bascule du registre du développement vers celui de la mémoire, un espace que les indicateurs ne savent pas mesurer, mais que la société ressent avec acuité. Le contexte est celui d'un pays sous pression continue. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré incarne une rupture assumée avec des modèles jugés inefficaces, tant sur le plan sécuritaire que symbolique. La rhétorique dominante parle de routes, d'écoles, d'électricité, de statistiques en amélioration. Ces éléments sont réels, documentés, souvent mis en avant. Pourtant, dans certaines régions comme le Sahel profond ou la boucle du Mouhoun, la peur persiste. Les déplacements se multiplient et le vide social s'installe derrière les progrès affichés. C'est dans cet interstice que s'inscrit le détail passé inaperçu, une prière gravée dans la fondation avant qu'aucun mur ne s'élève. Ce geste n'a pas été médiatisé ni revendiqué. Il précède même la formulation politique du projet. Pour Ibrahim Traoré, il marque un retour à un instant de vulnérabilité, vécu loin des caméras, lorsque survivre ne relevait ni d'un programme ni d'un mandat. La controverse qui suivra l'annonce publique masque souvent ce point de départ. Les débats se concentrent sur l'opportunité, la proportion, le risque de polarisation confessionnelle dans un pays majoritairement musulman. Mais ce cadre rate une dimension plus fine, la tentative de combler un déficit de sens que ni les budgets ni les infrastructures ne suffisent à résorber. Ici, un premier éclairage met en évidence la ligne de faille du récit. Il ne s'agit pas de savoir si la décision est rationnelle, mais pourquoi les chiffres, malgré leur progrès, n'ont pas suffi à apaiser ce que ce geste cherche à préserver. Le premier effet du projet ne s'est pas produit dans l'opinion publique, mais dans des échanges discrets, loin des tribunes et des communiqués. L'un des premiers interlocuteurs à s'exprimer franchement n'était ni un ministre ni un conseiller, mais un imam rencontré lors d'une visite dans une école du Nord.
La discussion tenue sans témoin portait moins sur la foi que sur le risque symbolique. Sa crainte était simple, que les jeunes n'y voient Nénor qu'un monument de plus et que d'autres communautés s'y sentent exclues. Ibrahim Traoré n'a pas répondu immédiatement. Il a écouté, puis formulé une phrase qui a circulé sans caméra. Si ce lieu devait séparer, il faudrait le combattre. Ce moment marque un premier déplacement. L'opposition frontale de certains acteurs religieux laisse place, chez d'autres, à une vigilance attentive, sans adhésion, mais sans rejet automatique. Le geste cesse d'être perçu uniquement comme une provocation. Un second échange, tout aussi révélateur, intervient avec un officier musulman du régiment de Kaya. Élevé dans une rigueur républicaine stricte, il ne comprend pas le projet, mais reconnaît chez le président le regard de quelqu'un qui a vu la mort et refuse de trahir ce qu'il en a sorti. Cette reconnaissance n'est pas idéologique. Elle est humaine, presque instinctive. Ces micro-cas n'inversent pas le débat national. Ils produisent autre chose, une suspension. Avant même les chiffres, avant les tribunes, le projet agit comme un test de tonalité. Il oblige chacun à écouter avant de conclure. Ce qui compte, c'est que le conflit n'est pas religieux, il est mémoriel. Avant le 6 janvier, le projet n'existait que comme une intention murmurée, sans calendrier ni visibilité publique. Après cette date, il devient un point de cristallisation nationale, chargé d'attentes, de soupçons et de projections contradictoires. Cette bascule temporelle est brutale. Elle ne laisse ni zone tampon ni phase d'atterrissage. Le pays passe d'un silence feutré à un débat frontal en moins de 24 heures. Tout commence par une annonce brève. Devant une assemblée partagée entre attente et méfiance, Ibrahim Traoré prononce une phrase unique: construire la plus grande église chrétienne d'Afrique. Aucun préambule, aucune justification détaillée. La salle se fige, pas d'applaudissements, pas de murmures. Le silence dense devient le premier signal que quelque chose s'est déplacé. Ce n'est pas l'annonce elle-même qui frappe, mais son absence d'enrobage. La tension monte immédiatement. Dès le lendemain, les critiques s'organisent. Dans les couloirs du gouvernement, certains ministres alertent sur un risque de polarisation inutile, évoquant le calendrier sécuritaire et les priorités économiques. Sur les réseaux sociaux, le geste est interprété tour à tour comme une tentative d'autocanonisation, une dérive émotionnelle ou un calcul populiste déguisé. Des médias occidentaux parlent d'un glissement vers un mysticisme politique. Le débat se nourrit vite, mais se nourrit mal, car il manque d'éléments concrets. Face à cette pression, Ibrahim Traoré choisit une stratégie de retrait actif. Il ne convoque pas de conférences de presse, il ne multiplie pas les interviews. À la place, il fait publier l'intégralité de son discours en mettant en évidence une phrase restée jusque-là secondaire. Il ne s'agit pas de bâtir un temple pour Dieu, mais un espace pour que l'homme se souvienne de sa force. Ce déplacement lexical n'apaise pas la tempête, il la redirige. Puis vient un moment de plateau. Des figures religieuses prennent position. Certains responsables chrétiens redoutent que le projet devienne un totem politique. Plusieurs imams dénoncent une provocation symbolique dans un pays à majorité musulmane. Le 3 février, une tribune collective d'intellectuels burkinabés résume une inquiétude partagée. Écoles, hôpitaux et sécurité devraient primer sur tout symbole supplémentaire. Cette fois, le silence n'est plus tenable. Lors d'une allocution restreinte, Ibrahim Traoré rompt sa réserve. Il affirme que les infrastructures continueront d'être construites, mais pose une question dérangeante. Sans lieu pour pleurer, se souvenir et remercier, que reste-t-il de ce qui a été traversé collectivement? Ce moment ne clôt pas la controverse. Il en modifie la nature. L'attaque frontale contre l'intention laisse place à une interrogation sur la proportion et le sens. Avec le temps, les répliques s'étudient et s'étirent.
Le débat cesse d'être binaire. Il devient fragmenté, plus lent, plus nuancé. Certains continuent de rejeter le projet. D'autres observent sans adhérer. Une chose pourtant est acquise. La décision a forcé un pays à parler de ce qui ne figurait sur aucun tableau de bord. Et cette onde, même affaiblie, continue de se propager. En moins d'une décennie, les indicateurs clés du Burkina Faso ont changé d'échelle, passant d'une situation d'urgence chronique à des résultats mesurables. Cette amélioration sert de toile de fond au débat, mais elle explique aussi pourquoi le geste porté par Ibrahim Traoré dérange précisément au moment où les chiffres semblent enfin parler. D'abord, en 2018, plus de 41% des Burkinabés vivaient sous le seuil de pauvreté. En 2026, ce taux est tombé sous les 15%. Cette baisse traduit un progrès macroéconomique réel, mais ne mesure ni la peur, ni l'insécurité persistante. Ensuite, l'accès à l'école primaire avec fourniture est passé de 45% en 2015 à plus de 78% aujourd'hui. Le delta montre une avancée éducative, sans garantir que le sens accompagne toujours l'apprentissage. Enfin, un sondage national de 2025 indique que plus de 65% des jeunes déclarent manquer d'un lieu sans performance exigée. Ce chiffre révèle un besoin d'appartenance que ni croissance ni infrastructure ne comblent. Pris isolément, ces indicateurs racontent une trajectoire encourageante. Pris ensemble, ils dessinent une tension. Le pays progresse sur le plan matériel, mais laisse apparaître une zone grise que les politiques publiques peinent à nommer. Les routes relient, l'électricité éclaire, l'école équipe, mais aucun de ces outils n'adresse directement la fatigue morale accumulée par des années de conflits, de déplacements et de deuil silencieux. C'est dans cet écart que le projet d'église prend sens, non comme une alternative aux priorités, mais comme une réponse à ce que les priorités laissent en suspens. Ibrahim Traoré ne conteste pas la valeur des chiffres. Il les mobilise même régulièrement pour défendre son action. Mais il introduit un autre registre, celui du souvenir collectif, qui échappe par définition au tableau de bord. Cette coexistence de deux langages crée l'inconfort. Les critiques s'appuient sur les données pour rappeler l'ordre rationnel. Quand les indicateurs s'améliorent, il faudrait consolider, pas détourner l'attention. Le pouvoir répond implicitement par un renversement. Justement parce que les bases matérielles progressent, le manque de sens devient plus visible. Ce raisonnement n'est pas consensuel. Il repose sur une hiérarchisation différente des besoins. En exposant ces chiffres sans les sacraliser, Ibrahim Traoré ouvre une brèche. Il suggère que le succès quantifiable n'épuise pas la question du progrès. Le débat cesse alors d'être arithmétique. Il devient culturel et politique. Et c'est précisément cette translation des données vers ce qu'elles ne disent pas qui explique pourquoi le projet continue de polariser malgré des indicateurs globalement favorables. Un premier argument des opposants repose sur une hiérarchie stricte des urgences. Dans un pays encore confronté à des attaques armées, à des déplacements internes et à des besoins sociaux massifs, tout projet non directement lié à la sécurité, à l'éducation ou à la santé apparaît comme un luxe dangereux. Pour ces critiques, l'État ne peut se permettre aucun geste ambigu. Un symbole, même assumé comme personnel, risque d'ouvrir une brèche dans la neutralité attendue du pouvoir, surtout dans un contexte confessionnel fragile. Un autre argument s'appuie sur l'histoire. L'Afrique a connu trop de monuments érigés au nom des peuples mais utilisés comme vitrine politique. Des temples ont servi à sacraliser des dirigeants, à masquer des échecs ou à détourner l'attention des réformes structurelles. Dans cette lecture, le projet porté par Ibrahim Traoré court le risque de devenir un précédent. Même sans intention de conversion, la pierre peut figer une émotion et la transformer en instrument de pouvoir.
Ces deux objections ne sont ni caricaturales ni marginales. Elles expriment une méfiance construite par l'expérience. Ibrahim Traoré ne les nie pas. Il reconnaît explicitement que la foi n'a pas besoin de murs pour exister et que la gratitude peut rester intérieure. Sa réponse ne cherche pas à invalider les arguments, mais à déplacer le cadre. Il introduit une autre crainte, rarement intégrée au plan de développement. Le vide spirituel et mémoriel peut fragiliser une nation aussi sûrement qu'un déficit budgétaire. Les données mobilisées précédemment éclairent ce point. Malgré des progrès mesurables, une majorité de jeunes expriment un manque de lieux symboliques où la performance n'est pas exigée. Cette fracture n'est pas théologique, elle est existentielle. En insistant sur ce manque, Ibrahim Traoré ne prétend pas résoudre les urgences matérielles par la foi. Il soutient que les ignorer sur le plan symbolique crée une vulnérabilité différente, exploitable par des idéologies violentes ou des récits simplificateurs. Si l'on prend au sérieux l'argument le plus solide, la tension est reconnue des deux côtés. Les opposants défendent la rationalité et la prudence. Le pouvoir répond par la mémoire et la prévention immatérielle. Aucun des deux camps ne parle à vide. La question reste ouverte. Laquelle de ces vulnérabilités est la plus coûteuse à long terme? Le point de bascule apparaît lorsque le débat cesse de porter sur la taille, le coût ou la confession du lieu, pour se concentrer sur ce qu'il cherche à éviter. À mi-parcours, l'initiative prend une autre forme. Non pas ajouter un symbole de plus à l'espace public, mais empêcher l'effacement d'une mémoire vécue comme fondatrice. Cette relecture déplace la controverse hors des cadres habituels. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est plus perçu uniquement comme un chef d'État testant les limites de la laïcité politique. Il devient l'acteur d'un pari plus discret, reconnaître publiquement qu'un pouvoir peut rester fonctionnel tout en admettant ses dettes invisibles. Ce renversement est subtil. Il n'invite pas à croire, il invite à se souvenir, et cette nuance change la nature des résistances. À mi-parcours, un renversement apparaît dans ce glissement. Si le projet divise, ce n'est pas parce qu'il impose une foi, mais parce qu'il expose une vulnérabilité rarement assumée au sommet de l'État. La pierre n'est alors qu'un prétexte. Ce qui inquiète réellement, c'est l'idée qu'un dirigeant puisse revendiquer la gratitude comme boussole politique sans la traduire en performance mesurable. À partir de là, la question centrale se reformule. Il ne s'agit plus de savoir si le lieu doit exister, mais ce qu'une société accepte de reconnaître comme essentiel quand les chiffres cessent de suffire. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. En assumant publiquement une motivation qui échappe aux indicateurs classiques, Ibrahim Traoré modifie la grammaire du pouvoir. L'exécutif se trouve contraint d'élargir sa définition de l'infrastructure essentielle sans pour autant renoncer aux priorités sécuritaires et sociales. Cette tension oblige l'administration à clarifier ses lignes rouges, ce qui relève du symbolique acceptable et ce qui risquerait de rompre l'équilibre confessionnel. Le débat interne devient plus exigeant, car il ne peut plus se réfugier uniquement derrière les chiffres. Pour les acteurs économiques, les effets sont ambivalents. Certains partenaires techniques et financiers perçoivent le projet comme une diversion susceptible de brouiller les signaux envoyés aux investisseurs. D'autres y voient une opportunité inattendue. L'idée d'un écosystème autour de la mémoire et du silence commence à circuler. Tourisme de recueillement, formations artistiques, initiatives culturelles à faible intensité commerciale. Un grand groupe local de construction s'est même proposé de fournir des matériaux de base à condition que le chantier respecte un calendrier transparent et participatif, signe que le projet peut aussi générer des dynamiques économiques conditionnelles. Du côté des citoyens, l'impact est moins idéologique que tonal. Beaucoup ne partagent ni la foi ni la démarche personnelle du président, mais reconnaissent la rareté d'un dirigeant qui parle ouvertement de gratitude.
Chez certains, cela suscite une gêne, chez d'autres, un respect prudent. Une infirmière de Bobo Dioulasso résume ce sentiment diffus. Elle ne comprend pas ce qui sera bâti, mais elle comprend l'intention de se souvenir. Cette reconnaissance partielle suffit à maintenir le débat dans un registre apaisé, sans adhésion massive, mais sans rejet systématique. À l'échelle régionale, enfin, le geste est observé avec attention. Dans un Sahel marqué par des pertes territoriales et humaines, certains dirigeants voisins y voient un risque de contagion symbolique. D'autres perçoivent une piste alternative, une diplomatie de la mémoire partagée plutôt que de la démonstration de force. Un responsable nigérien a confié en aparté que tous les États de la région ont perdu des villes, mais que peu osent en faire des lieux de recueillement plutôt que des bastions. Ces conséquences ne sont ni spectaculaires ni immédiates. Elles dessinent un déplacement lent. Ibrahim Traoré ne transforme pas l'équilibre du pouvoir par un édifice, mais par la question qu'il impose. Qu'est-ce qu'un pays choisit de protéger quand il commence enfin à se reconstruire? Dans une trajectoire la plus probable à court terme, le plus probable à court terme, le projet avance sans mise en scène excessive. Le chantier démarre discrètement, sous supervision civile et interconfessionnelle, avec une visibilité médiatique limitée. Le débat public reste tendu mais contenu. Les critiques se concentrent davantage sur le coût symbolique que sur les finances elles-mêmes. Ibrahim Traoré maintient une posture de retenue, évitant d'incarner personnellement le lieu. Dans ce cadre, l'Église devient un marqueur de débat plus qu'un catalyseur de crise, et la société observe sans enthousiasme ni rejet massif. Dans une trajectoire plus favorable, tout repose sur une condition clé, la transformation du chantier en espace d'apprentissage collectif. Des jeunes, des artistes et des croyants de différents horizons participent à des ateliers de mémoire et de transmission. Le projet cesse d'être perçu comme confessionnel pour devenir pédagogique. Cette évolution permet d'amortir les résistances initiales et d'installer une nouvelle grammaire symbolique où la reconnaissance du passé soutient la cohésion plutôt qu'elle ne la fracture. Ibrahim Traoré y gagne une légitimité particulière, non fondée sur la performance, mais sur la capacité à ouvrir un espace partagé. Dans une trajectoire plus dégradée, tout peut se déclencher à partir d'un élément exogène, une rumeur sur la réquisition contestée de terrain ou une prise de position publique maladroite ravive les tensions communautaires. Des figures religieuses s'opposent frontalement, nourrissant l'idée d'un agenda caché. Le projet se fige. Il devient un fardeau politique mobilisé par l'opposition pour fragiliser d'autres réformes en cours. Dans ce cas, l'Église se transforme en champ de bataille rhétorique loin de sa vocation initiale. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation s'impose. Il ne s'agit pas de prédire, mais de penser en conditions. Plus le projet sera traité comme un processus ouvert, moins il cristallisera les peurs. Le risque majeur pour Ibrahim Traoré n'est pas l'échec matériel du chantier, mais la perte de maîtrise du récit qui l'entoure. À ce stade, le projet cesse d'être uniquement une affaire d'État. Il devient un miroir tendu à ceux qui l'observent, qu'ils vivent au Burkina Faso ou ailleurs. La question ne porte plus sur l'architecture ni sur la foi affichée, mais sur la place accordée à ce qui ne se mesure pas. Pour beaucoup, cette interrogation résonne au-delà du contexte sahélien. Elle touche à une fatigue plus large, celle de sociétés sommées d'optimiser sans jamais s'arrêter pour se souvenir. Pour certains spectateurs, notamment ceux engagés dans l'action publique ou associative, le récit interroge une habitude profondément ancrée, celle de hiérarchiser les besoins en excluant systématiquement le symbolique. Le geste attribué à Ibrahim Traoré oblige à reconnaître que la mémoire, le deuil ou la gratitude ne disparaissent pas parce qu'on les juge secondaires.
Il se déplace parfois vers des formes plus radicales. Cette prise de conscience n'implique pas l'adhésion, mais elle invite à la prudence. Pour d'autres, plus éloignés du pouvoir ou de la croyance, l'impact est intime. Il rappelle des expériences où la survie n'a pas tenu à une stratégie, mais à un attachement invisible. Une personne, une phrase, un souvenir. Le projet agit alors comme un rappel discret. Ce qui nous a tenus debout n'a pas toujours été rationnel, mais cela n'enlève rien à sa force. Deux pistes simples émergent. D'abord, accepter de nommer ce qui a compté sans chercher à le justifier. Ensuite, créer, même à petite échelle, des espaces où la performance n'est pas exigée. Ces gestes modestes n'imitent pas une politique publique. Ils prolongent une question que le projet met au centre. À travers cette histoire, Ibrahim Traoré ne demande pas l'accord. Il oblige à regarder autrement ce que chacun choisit de préserver quand tout semble déjà prioritaire. Si le projet doit rester apaisé et crédible, il appelle une méthode plus qu'une conviction. Pour commencer, il s'agit de clarifier le statut du projet. Le pilotage devrait être explicitement partagé entre la présidence et une commission interconfessionnelle indépendante. Le calendrier est immédiat. Le critère d'évaluation est simple: publication d'une charte définissant objectifs, limites et principes de neutralité. Ensuite, il faut sécuriser les financements sans ponction publique. Les ressources devraient provenir de partenaires privés et de la diaspora via un fonds dédié. L'échéance raisonnable est de 3 mois. La mesure de succès repose sur un audit public trimestriel, accessible et compréhensible, garantissant l'absence de détournement symbolique ou financier. Cette transparence est centrale pour Ibrahim Traoré car elle dissocie l'aveu personnel de l'usage de l'argent collectif. Puis, il devient essentiel de l'inclusivité symbolique. Un conseil de sages, composé de représentants religieux et laïcs, accompagnerait le chantier sur toute sa durée. Son rôle serait d'intégrer les récits de toutes les communautés touchées par les violences passées. L'indicateur n'est pas quantitatif mais narratif. Diversité des voix, absence d'exclusivité confessionnelle. Après cela, il convient de le chantier comme espace d'apprentissage. À partir du deuxième trimestre, des programmes de stage, de visites guidées et d'ateliers de mémoire seraient mis en place avec le ministère de la Jeunesse et des ONG. Le succès se mesure par la participation et la continuité, non par la visibilité médiatique. Et pour finir, prévoir l'après-chantier devient décisif. Une fondation citoyenne multiconfessionnelle assurerait la gouvernance du lieu avec une programmation sobre et une capacité d'autocritique permanente. L'objectif n'est pas de réussir un bâtiment, mais de préserver une mémoire partagée. C'est sur ce terrain que Ibrahim Traoré sera réellement jugé. La scène qui résume peut-être le mieux cette histoire n'a jamais été filmée. Elle se déroule loin des discours officiels, dans un échange à voix basse à la fin d'une journée ordinaire. Un imam, inquiet mais sans hostilité, confie sa crainte que le lieu ne devienne un mur plutôt qu'un pont. Ibrahim Traoré écoute puis répond sans emphase: «Si ce lieu sépare, il faudra le combattre.» Cette phrase n'était pas une formule, c'était une ligne intérieure. Tout le projet se replie sur cet instant. Non pas une démonstration de foi, mais un aveu de vulnérabilité assumé au sommet du pouvoir. Ibrahim Traoré ne cherche pas à inscrire son nom dans la pierre. Il choisit même que les premiers mots gravés n'évoquent ni sa fonction, ni son pays, mais la miséricorde plutôt que la dignité des hommes. Ce détail, discret, dit plus que de longs plaidoyers. Le geste cesse alors d'être spectaculaire. Il devient une tentative de rester humain là où la fonction pousse souvent à l'effacement des failles. Dans un environnement politique dur, marqué par la guerre et la défiance, se souvenir avant d'être jugé prend la forme d'un courage silencieux. La gratitude sincère n'est pas une posture. Elle agit comme une boussole, rappelant que le pouvoir, sans mémoire, finit par se perdre lui-même.
Au terme de ce parcours, le projet ne se résume ni à une église, ni à une décision politique isolée. Il agit comme un révélateur. Il met en lumière une tension que beaucoup de sociétés préfèrent éviter, celle entre ce qui se construit et ce qui se transmet, entre ce qui se mesure et ce qui se remercie. À travers ce geste, Ibrahim Traoré ne demande pas l'adhésion, encore moins l'unanimité. Il impose une question qui déborde largement le Burkina Faso. Dans un monde saturé d'indicateurs, d'objectifs et de performances, que faisons-nous de ce qui nous a porté quand rien n'était garanti? Quels espaces laissons-nous à la mémoire, au deuil, à la gratitude, sans les transformer en instruments ou en vitrines? Le débat ouvert par ce projet ne se tranche pas par un vote ni par un budget. Il se prolonge dans la manière dont chacun accepte d'habiter le silence. Peut-être que l'enjeu réel n'est pas de savoir si ce lieu verra le jour, mais ce qu'il autorise à dire publiquement. Un peuple n'est pas seulement ce qu'il construit, il est aussi ce qu'il refuse d'oublier. Alors, face à cette histoire, une dernière question demeure. Qu'est-ce que nous remercions encore sans devoir le justifier?